Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'avoir parmi nous au studio un jeune qui a traversé une période difficile mais qui donne l'exemple des jeunes engagés pour sauver les autres jeunes mais aussi pour permettre aux autres jeunes d'y aller dans un cadre républicain et surtout dans un cadre de construction parce que la force de la jeunesse il peut être une arme contre soi-même. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de recevoir dans notre studio Morad Benchellali. Morad, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous, donc dans un cadre de débat direct avec, bien entendu, avec les deux intervenants qui vont pas tarder de se manifester, notamment M. Alain Roudier de CF2R et après lui, il y a M. Michael Kurtley et je souhaite tout simplement faire une brève présentation de Morad. Il s'agit d'un Français, bien entendu, qui a passé 2 ans à Guantanamo, le centre de détention militaire géré par l'armée américaine. Il avait été capturé en 2001 en Afghanistan. Actuellement, il est très engagé dans la prévention de la radicalisation. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Morad ? Oui, en effet. Alors, mon parcours va être difficile à résumer comme ça en quelques minutes, mais en tout cas, en effet, aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner auprès des jeunes. Suite à... Alors, je le fais depuis ma sortie de prison en 2006, parce que je suis sorti de prison en 2006, en fait. Et je témoignais déjà depuis cette époque-là, et puis j'ai décidé de continuer, et avec encore plus de détermination, surtout ces derniers mois, notamment avec une vague de départ de jeunes vers la Syrie, et de très jeunes d'ailleurs, même 15 ans, des jeunes de 15 ans, 14 ans, parce que j'ai toujours estimé qu'il était important avec eux, avec les jeunes en particulier, de leur expliquer ce que c'est que la réalité du djihad, pour tenter en tout cas de les dissuader de prendre cette décision qui, de mon point de vue, peut être pour eux très dramatique. Cette expérience qui est difficile, que vous avez vécue depuis un certain temps, pouvez-vous nous parler un petit peu comment ça a été le déclenchement pour aller en Afghanistan et en même temps de voir ce deuxième volet de votre vie Oui, alors mon histoire, elle s'inscrit déjà dans un contexte particulier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la mélanger avec les histoires de jeunes aujourd'hui qui vont vers la Syrie, etc. Elle est différente déjà parce qu'elle se situe avant le 11 septembre, avant même la décennie de vagues de terrorisme que nous avons connues. J'avais 18 ans, j'ai été convaincu en fait par un proche, un membre de ma famille, qui m'a proposé de partir en Afghanistan. Alors évidemment sur le coup j'ai refusé parce que c'est un pays qui me faisait peur. Et puis j'y voyais pas l'intérêt. Alors pour lui c'était des explications religieuses. De son point de vue, aller en Afghanistan c'était bien pour la religion, c'était bien pour la foi, etc. Alors moi à l'époque je suis pas très religieux, pas très pratiquant, mais je suis quand même attiré après tout par l'idée de voyager, de sortir du quartier de la première fois de ma vie. Et puis ce proche-là, c'est une personne pour qui j'ai beaucoup de respect. Donc j'y vois là, malgré tout, même si je savais bien que l'Afghanistan n'était pas une destination de vacances, bien sûr, j'y vois malgré tout quelque chose d'excitant. Voilà, je me disais pourquoi pas après tout. Alors j'étais pas en colère à ce moment-là, j'avais pas de haine ou j'avais pas de envie d'aller combattre contre qui que ce soit. J'ai eu simplement cette proposition qui est venue et j'ai accepté. J'ai dit pourquoi pas, mon frère. J'ai dit ok, je vais bien partir. Après tout, je veux bien aller voir et tout ça. Alors je suis parti évidemment avec beaucoup de naïveté et d'inconscience parce qu'une fois arrivé sur place en Afghanistan, donc j'ai été, comment on peut dire, embarqué
Bien sûr. par des groupes qui étaient sur place, qui avaient décidé de faire de moi une nouvelle recrue, plus qu'une personne de passage. Et c'est comme ça, donc, avec des circonstances compliquées, que j'ai pu me retrouver en effet en Afghanistan. Justement, donc, il faut bien préciser que Mourad Benchellali, c'est un Français, hein, donc d'origine algérienne, comme d'autres d'origine marocain, comme d'autres d'origine tunisienne. Ce sont des jeunes. Et ces jeunes-là, c'est les erreurs de la jeunesse qui les amènent dans des situations pareilles. Alain Rodier, qui est avec nous en ligne. Monsieur Alain Rodier, c'est le directeur adjoint de CF2R, le Centre français de recherche et de renseignement. Bonjour, monsieur Rodier. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Vous êtes en ligne et en direct avec monsieur Mourad Benchellali. On parle de ce dossier qui nous est cher, la radicalisation et le basculement vers le terrorisme. Il faut bien préciser que Alain Rodier, c'est un ancien officier supérieur des services de renseignement extérieur. Alain Rodier aussi, il est depuis 2001 directeur adjoint de CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement, chargé de l'étude du terrorisme et de la criminalité organisée. Monsieur Rodier, je vous donne la parole pour poser une question aux deux à monsieur Mourad Benchellali. Des questions, il y en a beaucoup qui pourraient arriver. Bon, j'ai bien suivi son parcours et effectivement, en particulier, son passage malheureusement à la prison de Guantanamo. Bon, je suppose qu'il en a gardé une rancœur vis-à-vis des Américains et je voudrais savoir quel est un petit peu son état d'esprit à l'heure actuelle, justement, vis-à-vis à la fois de l'administration Obama précédente et de l'administration donc du nouveau président. Oui, bonjour monsieur. Écoutez, je considère pas avoir gardé de la rancœur envers les Américains. J'ai toujours essayé de comprendre d'abord ma position, les raisons pour lesquelles j'avais pu aussi me retrouver dans cette situation, donc en d'autres termes mes propres responsabilités, et essayer d'avoir du recul en comprenant que c'était pas aussi simple, que c'était pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, que c'était pas les méchants américains qui avaient fait du mal aux gentils Mourad, que c'était plus compliqué que cela. Et donc je pense pas avoir de la colère aujourd'hui sur ce qui m'est arrivé. En revanche, j'ai toujours eu beaucoup d'incompréhension sur le traitement, en effet, qui m'a été réservé dans cette prison, parce que j'ai été torturé quand même pendant de nombreux mois. Et c'est pour cette raison-là que nous avons déposé plainte à notre retour en France pour séquestration, détention arbitraire et actes de torture. Une plainte qui est d'ailleurs instruite par des juges français et qui est toujours en cours. Oui, bon, d'accord. Alors maintenant, je reviens sur la base donc des mouvements salafistes à l'heure actuelle, parce que c'est ceux qui nous intéressent, c'est ceux qui sont vraiment à la base du terrorisme que l'on connaît à l'heure actuelle. Bon, pour moi qui suis un petit peu extérieur, ce que je m'aperçois, c'est que les salafistes combattent d'abord les autres musulmans, c'est-à-dire ceux qu'ils considèrent comme les apostats. Les premiers ennemis des salafistes, ce sont d'abord les chiites. Et ensuite, les autres musulmans sunnites, bien sûr, qui ne respectent pas leur vision de l'islam. Et je souhaiterais savoir quels peuvent être les sentiments, vos sentiments à ce propos, justement, de cette diabolisation des chiites d'un côté et des, entre guillemets, mauvais musulmans, mais aux yeux, bien sûr, des salafistes. Alors moi, ce que j'ai constaté en Afghanistan, c'était le groupe Al-Qaïda à l'œuvre à l'époque. Ils étaient beaucoup plus focalisés sur les Américains que sur les chiites, d'ailleurs. Alors en effet, dans la propagande djihadiste, tout musulman qui n'est pas djihadiste ou qui s'oppose au djihad est par nature un ennemi. Donc ça, évidemment, ça ratisse large. Au-delà simplement des chiites ou des musulmans. Chrétiens aussi, notamment, on l'a vu en Syrie avec l'État islamique. Et en effet, je pense que c'est ça le plus grand danger aujourd'hui. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux jeunes dans mon travail de prévention au quotidien. C'est-à-dire que ils idéalisent beaucoup en s'imaginant, enfin au départ, en tout cas ceux qui ne sont pas totalement embrigadés, mais ils considèrent qu'après tout, Daesh, ce sont ceux qui
les seuls finalement qui prennent les armes pour défendre les musulmans, etc., dans cette vision extrêmement idéalisée. Moi, je leur explique qu'en effet, une fois sur place, la propagande vous offre une toute autre vision du monde, donc notamment un peu celle que vous avez décrite, la guerre contre les chiites ou contre les mauvais musulmans, et donc on se retrouve en effet empli de haine et de colère envers les autres, et c'est le plus grand danger, voilà, et c'est ce que je leur explique en fait. Concrètement, comment ça se traduit cette radicalisation des jeunes dans les... Alors je pense qu'il faut faire attention à ne pas être dans le profil type ou dans le... C'est ça. D'essayer de faire des... Alors il y a des points communs, mais c'est très complexe en fait. Et je crois qu'il y a de tout en réalité. C'est-à-dire que moi j'ai vu des jeunes qui partaient au djihad pour des raisons psychologiques. Des jeunes qui estimaient que ça leur donnait un aura, que ça faisait d'eux des gens courageux, etc. D'autres partaient pour des raisons religieuses, parce qu'ils avaient lu ou entendu des vidéos de prédicateurs qui leur expliquaient que le djihad était la vraie voie, la seule et unique voie de l'islam. Et puis d'autres qui partaient pour des raisons politiques, qui estimaient qu'en effet, aller combattre, c'était défendre une cause qu'eux estimaient juste. Et parfois, c'est souvent un mélange des trois d'ailleurs. Et donc, il y a tous les profils. Il y a des jeunes qui se laissent embarquer, et puis il y en a d'autres qui sont tout à fait conscients de là où ils mettent les pieds. Et c'est un mélange de tout ça, donc c'est très complexe de savoir à l'avance. Après, par nature, un djihadiste estime qu'il a pour devoir de convaincre les autres, de devenir aussi djihadiste. Et donc une personne qui s'est radicalisée, évidemment, elle va œuvrer au quotidien, alors de manière discrète, parce qu'elle sait très bien que c'est pas tout à fait permis de le faire, mais d'essayer d'embrigader les jeunes qu'elle aura dans son entourage. Monsieur Rodier? Oui, moi j'ai noté très récemment un appel fait par Fabien Klein, un djihadiste bien connu, qui renouvelle la guerre à l'intérieur de l'islam. Il a appelé sa dernière chronique des imams qui égarent. Hein. Et ces mots sont extrêmement durs. Hein. Il parle d'imams courbes, avides, aveugles, peureux, lâches, des ânes porteurs de livres. Donc vraiment, il désigne lui-même des imams qui sont présents en Europe en particulier, en France exactement, en disant ne suivez pas ces imams, suivez la voie de l'État islamique qui est conforme à la religion. Alors c'est là où il y a un petit problème de doctrine. Les salafistes dont parle Fabien Klein se considèrent comme les plus proches des textes sacrés. Quelle est votre opinion sur cette affaire? Ce que j'ai constaté, moi, c'est que même pour les salafistes, alors il y a plusieurs genres de salafistes. Il y a des salafistes qui estiment que rejoindre l'État islamique est dans l'égarement. Donc il y a des scissions. C'est pas tous les salafistes qui sont djihadistes. C'est plus complexe que ça. Et donc pour les djihadistes, les salafistes justement qui n'embrassent pas le djihad ne sont pas au même titre que les autres musulmans de mauvais musulmans. Sont des mauvais musulmans. Et ça explique cette tentative de discréditer les imams en général, ou tous ceux qui n'embrassent pas le djihad, les salafistes compris. Mais ça a toujours existé dans la propagande djihadiste. Ça c'est pas l'exclusivité de l'État islamique. Al-Qaïda aussi expliquait que en quoi leur imam djihadiste était meilleur que les imams qui étaient même en Arabie Saoudite, très bien implantés. Ils disaient, nous on verse des larmes de sang et vous versez des larmes d'eau, quoi. Et donc ça a moins de valeur que nous. C'était des paroles qu'avait prononcées Oussama Ben Laden en son temps. Donc tout ça pour expliquer que alors évidemment en France on a un peu du mal à voir les choses, mais il faut savoir que en réalité, les djihadistes qui ne sont pas, les salafistes, pardon, qui ne sont pas violents, sont les ennemis des djihadistes, en fait. Donc c'est tout de même, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a donc un problème de doctrine. Que nous, extérieurs, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens et les autres, nous n'avons pas à nous mêler de cette affaire, mais vous ne pensez pas justement que ce problème doctrinal doit être réglé à l'intérieur de l'islam? Je sais que en Égypte, par exemple, l'université Al-Azhar réfléchit beaucoup à ce sujet. Par contre, ça semble être beaucoup moins le cas en Arabie Saoudite, parce que
l'Arabie Saoudite répond au wahhabisme qui est très proche du salafisme et continue à donc répandre son idéologie un petit peu à travers le monde musulman d'abord, parce que c'est d'abord une guerre interne à l'islam qui est en train de se dérouler. Alors moi je suis pas un spécialiste de la question, hein, donc je vais pas m'avancer plus que cela sur les débats idéologiques, etc. Moi tout ce que j'explique aux jeunes aujourd'hui dans mon travail de prévention, de terrain, et le constat que je fais, c'est que le problème est éducationnel. En effet, plus on en sait vis-à-vis de l'islam, et moins, de mon point de vue, on est susceptible de basculer dans l'extrémisme violent. Et c'est pour ces raisons-là que je pense que chacun a son rôle à jouer. En effet, les imams, pour expliquer aux jeunes comment il faut interpréter des versets qui peuvent être aussi très violents dans le Coran, hein, qui sont écrits et qui peuvent être très mal interprétés. Et d'autre part, les autres, comme expliquer aussi du point de vue de la géopolitique, pourquoi rejoindre un groupe djihadiste tout bêtement n'est pas une bonne idée, enfin tout ce genre de choses. Et voilà, en tout cas moi, à mon niveau, j'essaye de Êtes-vous aidé, Morad, par l'État? Aider, non. Voilà, je ne suis pas aidé, mais en même temps, on ne m'empêche pas de le faire. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis passé par Guantanamo, on l'a expliqué. À mon retour de Guantanamo, j'ai été incarcéré en France. Alors j'ai été relaxé ensuite, hein, des années plus tard, mais j'ai eu ce parcours. Et donc en effet, on a cette lecture en se disant, après tout, Morad, c'est un ancien djihadiste, il est comme les autres, parce qu'il est passé par là. Et ça fait de moi une étiquette. Et ça crée de la réticence en se disant, parce qu'on diffuse aussi l'idée qu'une personne qui serait devenue ancienne, qui aurait été à un moment de sa vie djihadiste ne peut plus en sortir, comme une maladie incurable dont on ne guérit jamais. Et donc les institutions sont assez réticentes en disant, est-ce qu'on peut faire confiance à Morad après tout, après toutes ces années qu'il a vécu là-bas? La première question qu'on m'a posée, c'est, Morad, est-ce que tu en veux aux Américains? Comme si être passé par là, ça faisait de moi quelqu'un de différent. Et c'est ça la grande difficulté aujourd'hui. Mais peu importe, moi, on ne m'empêche pas de faire ce travail. Alors, je ne suis pas aidé, mais on ne m'empêche pas de le faire. Monsieur Rodier, ce capital qui est immatériel, qui est très important pour faire le boulot, hein, donc pour faire le job, pour avancer par rapport à ce fléau qui fait beaucoup de victimes, même le vôtre, c'est-à-dire d'autres centres de recherche, tout le monde en parle comme quoi, en gros, on ne vous écoute pas. Oui, bon, il faut savoir que c'est un petit peu un défaut de l'administration française. L'administration française, les affaires étrangères, les services, etc., font appel à leurs propres expertises et, par exemple, ont peu d'ouverture sur le monde universitaire. Et ça, c'est, à mon avis, extrêmement dommageable. Je ne veux pas dire que les analystes de l'administration sont mauvais, loin de là, bien sûr, mais ils pourraient bénéficier effectivement des apports extérieurs. Je pense aux apports universitaires. Nous avons tout de même des très grands chercheurs qui se disputent d'ailleurs un petit peu entre eux de temps en temps, mais c'est normal, c'est dans le cadre de l'échange des idées. Hein. C'est tout à fait logique que des penseurs ne soient pas forcément d'accord, parce qu'à ce moment-là, ça devient une pensée unique et c'est jamais bon. Mais je pense qu'effectivement, il y a un petit problème de fonctionnement au sein de l'État français qui fait pas assez appel aux richesses qu'il peut avoir, en particulier dans les différents centres d'études, bien sûr, mais j'irai plus loin dans l'université française où vraiment nous avons des gens de très haut niveau qui connaissent très bien l'islam, qui connaissent très bien le monde musulman. Je pense à Keppel, bien sûr, et à Rouen, hein, c'est les deux grandes écoles à l'heure actuelle, mais il y en a bien d'autres. Voilà, donc mais c'est un défaut un petit peu typiquement français, parce que les Britanniques, par contre, leur administration fait beaucoup appel au monde civil, entre guillemets, pour enrichir les connaissances de l'État. J'ai une question à vous, M. Rodier, qui sort un petit peu du cadre national, mais toujours en relation avec la France. Ça concerne le Sahel. Selon vous, avec tous les efforts déployés jusqu'à maintenant, qui est un grand effort qui a été déployé au Sahel, surtout mené par la France, mais néanmoins, la zone est toujours minée à tout moment.
et comment vous voyez cette évolution? Bon, le président Macron vient de prendre une bonne décision, c'est celle de désigner un ambassadeur spécial qui va s'occuper un petit peu pas s'occuper un petit peu, ça va être son boulot de s'occuper du Sahel, et c'est remettre un petit peu le politique au centre de la politique française là-bas, parce que la solution n'est évidemment pas militaire. Il est évident qu'il y a beaucoup d'autres problèmes à prendre en compte, surtout au Sahel, où il n'y a pas que des problèmes religieux qu'on a tendance à mettre en avant, mais il y a beaucoup d'autres problèmes. L'ambassadeur Rimbaud parlait tout à l'heure des problèmes ethniques, des problèmes typiquement économiques locaux. Et il faut vraiment donc que l'action soit coordonnée au niveau politique et au niveau économique. Et en réalité, la partie militaire n'est que la prolongation de la politique. Donc ça, c'est pour la partie française. Mais pour le moment, je ne suis pas extrêmement optimiste parce que d'abord, nos amis américains traînent les pieds devant les demandes réitérées de la France pour appuyer le fameux groupe 5 des 5 pays qui veulent coopérer pour prendre la relève, parce que la solution, elle viendra des pays concernés. D'abord, la France n'est là que pour les aider dans la mesure du possible, mais elle viendra d'abord des gouvernants locaux qui ont besoin de moyens, et pas que de moyens militaires, bien sûr, parce que comme l'ambassadeur Rimbaud le relevait tout à fait justement, le problème économique est également tout à fait lié à la solution, à tenter de solutionner le problème. Je l'ai dit, la solution avec un grand LA n'existe pas. C'est un ensemble de règlements de problèmes qui pourra arriver à une stabilisation de la situation. Mais pour le moment, malheureusement, je crois qu'on en est loin. Merci, Monsieur Alain Rodier, directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement. Dans le directeur général, notre ami à qui nous adressons notre amitié, Monsieur Dénissé. Qui vous les retourne d'ailleurs, je l'ai eu au bout du fil récemment. C'est une brave personnalité à qui nous devons beaucoup d'estime. Et je suis heureux comme quoi le centre participe avec nous dans ce débat qui concerne l'islam de France et en France, mais aussi cette notion géopolitique et géostratégique de cette affaire. On sait pertinemment comme quoi le centre peut former les civils, mais aussi les militaires. Quel mot que vous pouvez nous dire sur ce sujet-là, comme un dernier mot, Monsieur Rodier? Bien, il est sûr que nous organisons des formations. Là, il faut s'adresser directement donc à Éric Dénissé, qui c'est lui qui gère cette affaire. Donc, nous arrivons qu'en énième complément d'autres formations universitaires qui existent. Mais si nous pouvons avoir une utilité quelconque, à la fois en France, mais également à l'étranger, eh bien, le centre est toujours disponible pour répondre aux demandes qui peuvent lui être faites. Merci, Monsieur Alain Rodier. Je vous dis à très bientôt et merci infiniment pour cette participation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info.
Arc-en-ciel, animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.